Dernière ligne droite de l'émission C'est quoi le titre? Ce mois-ci, on discute de la politique et de la musique. J'aimerais élargir pour finir le débat sur la thématique plus vaste, la politique et les faits de société. J'ai quelques exemples que j'aimerais discuter avec vous pour qu'on voit ensemble si ça a réellement fait changer les choses ou est-ce que ça a été juste un pavé dans la mare. Tiens, si on parlait de Lily et de Pierre Perret sur le racisme. Est-ce que vous pensez que cette chanson a apporté quelque chose et une évolution sociétale? Alors d'abord, c'est une très très jolie chanson de Pierre Perret, et comme le disait très justement Cédric tout à l'heure, à une époque où il y avait moins d'artistes exposés médiatiquement, la parole de chacun portait plus. Et Pierre Perret a toujours été un artiste extrêmement populaire et adoré de la population, parce que il est plutôt rigolo, avec des chansons comme le Zizi, que beaucoup de gens connaissent. Et quand il s'engage, eh bien, d'abord il le fait avec talent, Mm. et sa voix, comme dit, a toujours porté correctement. Et je pense qu'effectivement, avec cette chanson, il a pu faire prendre conscience à une frange de la population qui était quand même profondément raciste, que non, une personne à la peau noire n'est pas forcément un paillasson, quoi. Rappelons le contexte, on est fin des années 60, début des années Ouais. 70. Il n'était pas choquant de traiter un noir de nègre, de traiter un arabe de bougnoul. C'était des propos et des comportements qui étaient non pas politiquement corrects, mais tolérés. C'était pas si grave que ça. Alors que ce sont des propos d'une violence absolument insupportable et insoutenable Ouais. vis-à-vis des gens. Se faire traiter de nègre ou de bougnoul, c'est quelque chose d'absolument abominable. Mais à l'époque, c'était pas si grave que ça. Et Pierre Perret a un petit peu mis le doigt sur la chose et a mis les pieds dans le plat. Et je crois que ça a fait beaucoup de bien, oui. Et puis on peut aussi parler de Balavoine avec Laziza qui, sur la même thématique, a sorti cette chanson pour se battre contre l'arrivée du Front National à l'Assemblée. Donc, si je comprends bien, ce que tu nous dis, Sam, c'est que c'est de la prise de conscience. C'est pas forcément un acte direct d'évolution, mais c'est une prise de conscience, un message envoyé dans la tête des gens pour améliorer les choses. Absolument. Bah oui, c'est le rôle aussi, je pense, des artistes de mettre le doigt sur des faits de société qui sont importants. On se rappelle aussi d'Aznavour qui avait chanté, comme ils disent, sur l'homosexualité, alors que c'était pas un débat qui était forcément très porté à l'époque. À ma connaissance, un des premiers à s'exprimer en chanson sur ce thème-là très tôt, avant les débats récents sur le mariage pour tous, Et avec beaucoup de talent et avec aussi. énormément Ouais. Et de puis, talent. c'est vrai qu'on s'attendait pas à ce que ce soit lui qui porte cette thématique. Et donc, oui, beaucoup de talent, on s'attend pas à lui, donc c'est peut-être un message qui est renforcé, l'implication sur cette thématique. On peut aussi parler de Meillard contre Meillard, j'espère que je le prononce bien, de Mécano sur l'homosexualité. Sam, tu parlais tout à l'heure d'une chanson très jolie de Lily. Je trouve que la chanson de Mécano est aussi très jolie. C'est une très très belle chanson, Je effectivement. viens de comprendre ton espagnol. En Alors, français, ça donnait une femme avec une femme, si je ne me souviens bien. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a eu Et une donc- version française, aussi par Mécano. Et donc, je vais pas répéter le titre. Donc, Une femme avec une femme en français. Comme quoi, on peut faire des belles chansons à l'écoute parfois anodines et au message fort qui imprime quelque chose de, euh, comment dire, de société, changement de société. Et nous pouvons parler aussi d'un autre chanteur tout aussi connu que Charles Aznavour ou Mécano, Michel Sardou, qui a eu l'habitude de porter des chansons de faits de société au sens large, multi-sujets, multi-conditions. Ça nous permet aussi de reparler de ces exemples de musique pour l'évolution de faits de société, de liberté, de démocratie. Effectivement, Sardou, à une époque, était renommé pour, on pourrait dire, sa grande gueule, et effectivement était l'avocat engagé d'un certain nombre de causes. On se souvient de sa chanson sur le France, on se souvient des Ricains,
On se souvient des deux écoles et on se souvient évidemment de la chanson Je suis pour sur la peine de mort. Il est d'ailleurs intéressant de se souvenir qu'à la même époque, à peu près, il y avait également un autre chanteur qui a moins une image de chanteur engagé, mais qui pour le coup s'était engagé, qui était Julien Clerc, qui avait fait une chanson qui était juste à l'opposé, puisque c'était une chanson contre la peine de mort qui s'appelait, si je me souviens bien, L'assassin assassiné. Donc on voit bien effectivement que la musique peut porter des causes, d'ailleurs quelquefois tout à fait contradictoires. Oui, et qui participe, c'est ce que tu disais Sam tout à l'heure, qui participe à une prise de conscience et peut-être à une évolution lente ou moins rapide qu'on aimerait, mais qui permet d'ouvrir des portes, des fédérations positives auprès du grand public. Tout à fait. En parlant, oui, Cédric, tu voulais rajouter quelque Ouais, je voulais chose? rajouter quelque chose parce que tu parlais tout à l'heure de Daniel Balavoine sur la thématique qui nous intéresse, comme un chanteur qui est emblématique, parce qu'il s'est pas seulement contenté de soulever des thèmes de société dans ses chansons, c'est aussi quelqu'un qui allait porter le débat, y compris auprès des hommes politiques. Je me souviens de cet épisode télévisuel célèbre où il représente en quelque sorte la jeunesse devant François Mitterrand et il porte les aspirations de la jeunesse. Donc c'est pas seulement dans leur œuvre, c'est aussi pour certains, si on a un bon exemple, dans leur vie quotidienne, dans leur combat quotidien, qui vont aussi porter ceux qu'ils chantent de manière médiatique ou de manière en tout cas très engagée. Et par rapport à ça, j'ai envie de dire, est-ce que c'était mieux avant? Parce qu'on reparle de ces exemples encore aujourd'hui. Balavoine est recité, on remontre cette émission très, très connue. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus les mêmes artistes, les mêmes implications, les mêmes forces de message? Je pense qu'on a aussi plus les mêmes médias, c'est plus difficile d'aller porter dans les émissions d'aujourd'hui ce message-là. On est dans un mélange des genres, un peu people entre les politiques, les chanteurs, un petit microcosme qui se croisent sans forcément se contester énormément dans les médias. Donc c'est peut-être plus difficile qu'aujourd'hui. La parole est sans doute moins libre, il y a plus d'autocensure. Donc effectivement, ce message porte moins. Et la parole est plus diffuse aussi avec Twitter, par exemple. Donc on privilégie l'instantané, la réaction immédiate et le message court. Oui, on dit beaucoup de choses, mais en fait, on porte pas de message forcément très clair ou très fort ou très fédérateur. Mais par rapport pour rebondir sur ce que tu dis, Cédric, en fait, en termes de médias actuellement, je pense que c'était mieux avant parce qu'aujourd'hui, il y a, je sais plus, 5 ou 7 milliardaires en France qui détiennent quasiment l'ensemble des médias audiovisuels et presse écrite de notre pays. Et donc, il n'y a pas vraiment d'autocensure. Je crois qu'il y a carrément une censure tout court. Donc les gens qui sont invités sur les plateaux sont des gens réputés pour être consensuels, lisses, sans aspérité et la plupart du temps sans grand intérêt. Je ne sais pas si quelqu'un comme Serge Gainsbourg, aujourd'hui, serait invité sur les plateaux de télé. Je suis vraiment d'accord avec toi. Et Sam, en tant qu'artiste, tu es leader du groupe Schrak. Qu'est-ce que toi, tu penses pouvoir faire ou qu'est-ce que tu aimerais faire pour faire changer justement cet état de choses? Alors nous, avec Schrak, on est tranquille, on nous invite pas à la télévision. Vu le genre de musique qu'on fait, on est de toute façon pas dans le consensus. Oui, mais c'est par rapport à ce que tu disais, on invitait Motorhead sur un journal télévisé dans les années 70. Absolument, il est c'est venu plus le cas une fois aux aujourd'hui. 13h avec Mourouzi et c'était extrêmement Très beau drôle. moment. C'est clair que aujourd'hui, Motorhead serait plus invité Bien sûr, c'est nulle part. Inimaginable aujourd'hui. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que je pourrais faire Malheureusement, rien. Mais alors, je suis pas d'accord, on peut pas dire on peut rien faire, mais alors le débat vient de se déplacer autour de. On parlait de musique et politique, mais là on parle aussi de médias. C'est quand même un organe important sur le partage de messages au grand public. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui on peut plus porter de messages forts qui va soit contre le pouvoir, soit pour une évolution sociétale? Vous pensez que c'est mort ou quoi? Alors, je pense pas que ce soit mort. En tout cas, à l'heure où on se parle, le cadavre bouge encore, mais je crois que les auditeurs, les téléspectateurs, le public au sens large du terme, à un moment, ne va plus accepter cet état de fait, et ça va être une contestation. Alors, à l'époque de la RDA, on parlait de voter avec ses pieds, c'est-à-dire les gens qui partaient de Berlin-Est pour aller à Berlin-Ouest avant que le mur ne soit construit. Et de plus en plus, j'ai l'impression
que les gens vont voter avec leur portefeuille. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Canal+, qui, sur l'exercice 2015, a perdu 450 000 abonnements. Ouais, C'est la première fois C'était confirmé il y a peu, oui. voilà, en plus de 20 ans que Canal+ perd autant d'abonnés et surtout perd énormément d'argent. On parle de 300 millions ou 350 millions d'euros de déficit. C'est pas du tout le projet de Vincent Bolloré. Lui, il pensait que sa prise en main de Canal+ allait passer, hop là, vite fait, bien fait, pas vu, pas pris, je t'embrouille. Et malheureusement, les téléspectateurs ne sont pas que du temps de cerveau disponible pour le Coca-Cola. Ce sont des gens qui regardent la télévision, qui ont un cerveau, et quand ils apprennent que Bolloré a censuré 7 reportages Ouais. sur 11 proposés par sa rédaction d'investigation, on est face à un véritable drame de l'information en France. Mais Bolloré n'est pas le seul. Il y a Dassault qui détient je ne sais pas combien de dizaines de titres de presse qui a la main mise sur l'éditorial. Bernard Tapie à Marseille, il est propriétaire de 2 journaux, je crois. Au moins. Mais les 2 Cas principaux. d'organes médias. Il a beau jurer sur tous les saints de la terre que non, jamais il n'interviendra dans la ligne éditoriale. Les promesses de M. Tapie n'engagent que M. Tapie. Il faudrait être un petit peu inconscient pour croire qu'il tripatouille pas la ligne éditoriale. Et c'est aussi ce qui s'est passé à Libération. C'est ce qui est en train de se passer au journal Le Monde, qui sont des journaux repris par des gros de la télécommunication. Hein. Xavier Niel, c'est le patron de Free, d'Iliade, c'est un des actionnaires, certes à titre personnel, mais néanmoins... Donc c'est pas qu'une passion, tu penses, de reprendre des titres comme ça, médias? Pas du tout. Si vous voulez, l'audiovisuel, enfin la télévision, la presse écrite, etc., sont des activités qui sont assez souvent structurellement déficitaires, donc en termes d'argent. Ouais. Par contre, ça apporte un pouvoir en termes de propagation d'idées qui est absolument phénoménal. Et ces milliardaires qui contrôlent tout ça, se servent... comment dire, ce sont des danseuses pour eux. C'est pas grave si ça perd 300 ou 350 millions par an. Vincent Bolloré, 350 millions d'euros par an, c'est du pourboire pour lui. Mais Il peut se payer... à une époque, les milliardaires se payaient des clubs de foot. Aujourd'hui, ils se payent, sous l'impulsion de Silvio Berlusconi, qui a été un des premiers à réellement être un homme politique tout en étant un homme de médias, et il s'est servi de façon éhontée de toutes ces chaînes de télévision et de tous ces titres de journaux pour, un, se maintenir au pouvoir et deux, échapper à la prison. Soyons pas cela dit complètement défaitistes, ça veut en aucun cas dire qu'il n'y a plus de chanteurs engagés ou d'artistes engagés. Bah. Ils sont toujours là, ils sont toujours présents, c'est juste qu'ils n'ont Voilà, plus question... les mêmes moyens d'expression qu'avant. Je suis d'accord avec Ils toi, peuvent Cédric, s'exprimer mais à travers d'autres médias, à travers les réseaux sociaux. on parle par des exemple. artistes, mais il y a peut-être encore des artistes engagés, mais il y a peut-être plus de tribunes pour eux. Oui, c'est le problème de la tribune, c'est le problème de comment ils sont représentés. Mais il y a encore des tas d'artistes engagés, si vous les suivez sur les réseaux sociaux, qui disent des choses à leur auditoire, mais ils n'ont pas un auditoire ils n'ont pas une tribune qui est aussi large que ce qu'ils pouvaient avoir auparavant dans les médias nationaux. Ah, mais tu parles des réseaux sociaux, moi j'ai peur que c'est plus le like que l'action qui fait qu'à un moment donné on se dit soutenir quelque chose, quoi. Un message envoyé sur Twitter ou sur Facebook, on like, on partage et puis c'est fini après. Oui, c'est facile. C'est facile, mais tu parlais tout à l'heure, Sam, de ces titres de presse, on va dire, de tous ces grands qui prennent le pouvoir sur les titres de presse. Je fais le lien aussi avec Berlusconi dont on vient de parler. On a notre... je vais pas s'attirer les foudres, hein, je vais pas dire le Berlusconi français, mais on a quand même un monsieur Bailey, en rentrant au gouvernement, qui est également patron de presse. Est-ce que ça vous parle, ça ? Est-ce que c'est antinomique ? Est-ce que ça vous gêne pas que quelqu'un au pouvoir soit aussi patron de presse, quoi ?
Alors, c'est pas unique. Il me semble, au 19e siècle ou au début du 20e siècle, il y avait des gens de la presse qui étaient impliqués politiquement. Je trouve le problème qu'on peut rencontrer aujourd'hui, c'est que les gens des médias qui sont impliqués en politique se servent des médias pour leur carrière politique. À l'époque, c'était plus tranché. Il y avait l'homme politique d'un côté, il y avait la personne en tant que citoyen d'un autre côté, et il y avait beaucoup moins de collusion entre les deux choses. Là, c'est vraiment la presse, la télévision, comme outil de propagande personnelle, et en général pour des sujets et des idées qui sont quand même, bon, au mieux nauséabondes. Au mieux, effectivement. Christian, mis à part ta passion et ton expertise sur la musique classique, je sais que tu t'es nourri aussi beaucoup des références rock primales des années 70. Est-ce que ils étaient plus libres de porter... Probablement, ce qu'on est en train de dire là, si on veut un peu résumer et synthétiser, c'est qu'on est aujourd'hui dans un monde beaucoup plus lisse, avec moins d'aspérité, moins de personnalités emblématiques et qui portent des messages forts. Alors elles existent encore, comme l'a dit Cédric, mais elles ont moins de tribunes. Donc effectivement, le rock des années 70 était très fort, était très, très subversif. Enfin, on se souvient de Hendrix qui allumait sa guitare après avoir joué l'hymne américain. C'est quand même des messages extrêmement impressionnants qui sont restés dans l'histoire. Ouais. Et c'est vrai que des événements de ce type-là, aujourd'hui, on les voit beaucoup plus mal. Bah, c'est aussi lié au fait que les découvreurs de musique à cette époque-là étaient des gens qui s'intéressaient vraiment à la musique, alors qu'aujourd'hui, c'est essentiellement des gens qui essaient de faire du business. Je suis d'accord avec cette remarque. Donc en fait, on cherche plus de tribunes au sens large de portage de messages forts, on cherche des tribunes de visibilité. Aujourd'hui, Oui. les artistes... Parce que je me pose une question, je sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Pascal Nègre n'est plus grand patron d'Universal. On parlait tout à l'heure de Bolloré et des tribunes médiatiques. Pascal Nègre n'est plus à Universal. Les maisons de disques, est-ce qu'elles sont encore des supports de développement d'artistes engagés ou simplement un organe de diffusion des artistes? Donc, est-ce que Pascal Nègre, son départ est une bonne réponse à ça? J'en sais rien. Mais j'en parle parce que Pascal Nègre a été viré par Bolloré. On parlait tout à l'heure de Canal+. Universal est aussi dans le même état d'esprit. Est-ce que les artistes, en voyant ça devant les yeux, ces grandes théories autour de la productivité, de la rentabilité, du pouvoir de la diffusion, est-ce que les artistes, ça va leur donner envie de continuer à être engagés, d'essayer de porter leur message au plus grand nombre, ou est-ce qu'ils vont rester dans des petites cellules avec des petits publics, on parlait tout à l'heure de Chirac, Sam, dans des espaces maîtrisés où on se dit on va déjà dire quelque chose à notre niveau et puis peut-être on aura plus, mais autant qu'on fasse nous dans notre coin à nos niveaux. En fait, on n'a pas vraiment le choix. Et comme dit, pour pouvoir s'adresser à beaucoup de gens, il faut déjà commencer. Et en général, quand on commence, c'est avec pas beaucoup de gens. Et pour lancer le débat et pour aller plus loin, j'aimerais qu'on écoute un extrait de musique d'un petit groupe qui a commencé en Seine-Saint-Denis, je crois, il y a peu de temps, il y a quelques dizaines d'années, un titre de NTM, et puis on lance une grosse thématique de politique, musique, société, révolution, patriotisme.